Bonjour mes amis. Il est vrai que les tumeurs cérébrales font peur, mais la plupart d'entre elles sont pourtant bénignes et peuvent se traiter efficacement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cancer du cerveau assez rare, de stade ou grade 4, c'est-à-dire très agressif, qui touche plus souvent les hommes que les femmes entre 45 et 70 ans, connu sous le nom de glioblastome. Par rapport à ce cancer, 47 000 nouveaux cas de glioblastome sont diagnostiqués chaque année en Europe et aux États-Unis. Et environ 5 000 nouveaux cas chaque année sont diagnostiqués en France. En effet, cette tumeur cérébrale représente un défi mondial de santé publique en raison de son agressivité. Son évolution particulièrement rapide car elle peut progresser en 2 ou 3 mois ainsi que par sa résistance aux traitements standards qui reposent aujourd'hui sur la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie, limitant ainsi la survie médiane à 15 mois. Si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Jean-Paul Djamba car c'est gratuit et partagez la vidéo. Les tumeurs dites du cerveau regroupent tous les cancers qui naissent et se développent à l'intérieur du crâne. Elles sont également dites primaires ou primitives. Elles peuvent toucher toutes les parties du cerveau et leurs symptômes varient selon la région du cerveau où se développe la tumeur. En effet, le cerveau situé à l'intérieur du crâne est composé de cellules nommées neurones, qui sont responsables du traitement de l'information. Ces neurones sont entourés des cellules nourricières, les cellules gliales, qui représentent 90% de la composition du cerveau. Parmi ces cellules gliales, les astrocytes assurent notamment la gestion des connexions interneuronales. Il existe une grande variété de tumeurs du cerveau selon le type de cellules concernées, la localisation de la tumeur, sa taille, la rapidité de son évolution, etc. Le cerveau est entouré et protégé par des enveloppes appelées méninges. Il arrive qu'une tumeur se développe à partir de ces enveloppes. On parle alors de méningiome, souvent bénigne et asymptomatique, mais si elle grossit, elle peut provoquer les symptômes du genre les épilepsies, mais reste favorable ou répond au traitement, notamment la chirurgie. Ensuite, il y a des tumeurs qui se révèlent par des troubles auditifs au niveau de certains nerfs. Il s'agit des neurinomes et les neurofibromes, qui sont des tumeurs le plus souvent bénignes, qui se développent sur le nerf acoustique qui relie l'oreille au cerveau. Parmi les symptômes, il y a la baisse de l'audition. Et enfin, les tumeurs des cerveaux les plus fréquentes, ce sont les gliomes, catégorie de tumeurs du cerveau qui se développent à partir de cellules gliales, appelées la glie, d'où leur nom générique de gliome. Et ces cellules gliales représentent 90% de la masse du cerveau. De ce fait, elles peuvent apparaître dans n'importe quelle région du cerveau. Les gliomes représentent la majorité des tumeurs du cerveau. Néanmoins, les gliomes peuvent être bénins ou cancéreux. En d'autres termes, une tumeur cérébrale est considérée comme bénigne lorsqu'elle est de grade 1 ou 2, et dite de haut grade ou maligne lorsqu'elle est de grade 3 ou grade 4, comme les glioblastomes que nous voyons aujourd'hui. Le glioblastome est défini comme une tumeur cérébrale touchant une partie des cellules du système nerveux, les astrocytes. Ces cellules ont pour rôle de favoriser la neurotransmission et l'équilibre du système nerveux, apport en oxygène, élimination des cellules mortes, etc. Dit autrement, les glioblastomes, aussi appelés glioblastomes multiformes, est le cancer du cerveau le plus fréquent chez l'adulte, mais reste tout de même rare. Il siège le plus souvent au niveau des hémisphères cérébraux, mais peut être localisé partout dans le système nerveux central. Son évolution, généralement très rapide, se fait le plus souvent entre 2 et 3 mois. Il existe de glioblastomes primaires et glioblastomes dites secondaires, issus de la transformation d'une tumeur initialement inoffensive en tumeur maligne. En effet, on ne connaît pas à ce jour les causes des glioblastomes.
Généralement, le glioblastome se développe sans cause identifiée. Autrement dit, on ne sait pas encore expliquer pourquoi une tumeur se développe dans le cerveau chez un enfant ou un adulte en bonne santé apparente. De même, pour les facteurs qui conditionnent l'apparition des tumeurs du cerveau sont encore mal connus. Certains facteurs de risque sont suspectés, mais leur influence reste peu claire. Néanmoins, un certain nombre de facteurs pourraient augmenter le risque de développer une tumeur du cerveau. Par exemple, les personnes travaillant dans les raffineries de pétrole, l'industrie du caoutchouc et l'industrie pharmaceutique pourraient avoir un risque plus important pour certains types de tumeurs du cerveau. Dans de très rares familles, plusieurs nombres ont développé le même type de tumeur du cerveau, ce qui pourrait laisser penser à un éventuel rôle de l'hérédité. Il en va de même de l'utilisation des téléphones portables ou mobiles. C'est pour cette raison que les autorités de santé, par mesure de précaution, recommandent de ne pas confier de téléphones portables aux enfants et d'utiliser systématiquement une oreillette main libre. Il est aussi pensé que les personnes immunodéprimées, par exemple celles qui souffrent le VIH-Sida, ont un risque plus élevé de développer un lymphome du cerveau, une tumeur des cellules chargées de défendre le cerveau contre les infections. En effet, lorsque la tumeur est de petite taille, elle n'entraîne généralement aucun symptôme. Mais plus elle grossit, plus les symptômes peuvent survenir, du fait que la boîte crânienne est une cavité solide, non expansible. Ce qui fait qu'une tumeur, qu'elle soit bénigne ou maligne, occupera de la place au détriment du cerveau, avec comme conséquence une compression de ce dernier. Cela étant, les symptômes ne sont pas spécifiques de la maladie et vont différer en fonction de la localisation et de la taille de la tumeur. Et les symptômes les plus fréquents sont le maux de tête inhabituel d'installation récente et d'intensité progressive, les céphalées. Des maux de tête qui tendent à être pires le matin que dans le reste de la journée, avec sensation d'étau qui ne sont pas calmés par la prise des antalgiques. Ces maux de tête sont dus à l'augmentation de la pression intracrânienne due à l'augmentation de la taille de la tumeur et de l'œdème. Parmi les signes, on retrouve aussi des nausées et des vomissements en jet. Il y a aussi des troubles visuels accompagnés des modifications des comportements et des signes neurologiques focaux témoignant de l'atteinte d'une zone du cerveau. On parle aussi de déficit moteur, troubles de la sensibilité ou du langage. Les crises d'épilepsie affectent 20 à 40% des patients et peuvent être partielles, complexes ou généralisées dans certains cas. En d'autres termes, d'autres symptômes comme la faiblesse d'un membre, la difficulté à coordonner ses mouvements, des troubles affectant la parole, la vision, les comportements, l'humeur ou la mémoire peuvent être associés à la localisation de la tumeur cérébrale. Consultez votre médecin devant l'apparition d'un de ces signes. Le premier élément de diagnostic repose sur l'interrogatoire du patient, qui met en évidence certains symptômes évocateurs de la maladie. S'ensuit un examen neurologique complet qui permet d'évaluer le niveau de fonctionnement du système nerveux à l'aide de différents tests, réflexes, exercices musculaires, tests de langage, etc. Après les examens neurologiques et cliniques, le spécialiste, ici les neurologues, peut demander un certain nombre d'examens pour évaluer une éventuelle atteinte de fonctions cérébrales et sensorielles, comme l'électroencéphalogramme. Une ponction lombaire peut parfois être réalisée pour préciser le diagnostic. Toutefois, l'examen de référence et l'IRM, souvent précédé d'un scanner cérébral. Ces deux examens permettent d'obtenir une image précise du cerveau. La tumeur peut être finement localisée et mesurée. Et enfin, il y a l'examen anatomopathologique. Cet examen de laboratoire est réalisé directement sur un échantillon de la tumeur prélevé par biopsie ou par une ablation complète de la tumeur. Cet examen permet de compléter et confirmer le diagnostic. Donc, pour poser le diagnostic de glioblastome, l'imagerie et la biopsie sont des outils essentiels.
Une fois le diagnostic posé, le médecin établit un plan de traitement qui prend également en compte l'âge et l'état général du patient. Le choix de traitement est adapté à chaque situation. Plusieurs médecins de spécialités différentes se réunissent en staff pour discuter des solutions de traitement possibles dans chaque cas. Cela étant, ces professionnels travaillent en collaboration au sein de l'établissement de santé dans lequel vous recevez vos traitements et en lien avec votre médecin traitant. Le traitement des glioblastomes associe, selon le profil du patient et les stades d'évolution, une chirurgie d'exérèse, c'est-à-dire une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur, de la radiothérapie et parfois une chimiothérapie. En cas de récidive, il peut être proposé, selon les cas, une chimiothérapie de deuxième ligne et parfois une réintervention chirurgicale. Toutefois, la chirurgie est le traitement principal de tumeurs cérébrales. D'autres traitements comme la radiothérapie ou la chimiothérapie sont utilisés en complément ou lorsque la chirurgie est impossible. Depuis quelques années, il y a de nouvelles molécules appelées thérapies ciblées qui ciblent les spécificités de chaque tumeur et visent à améliorer l'efficacité du traitement tout en réduisant leur toxicité. Elles sont également en cours d'évaluation dans le cadre d'essais cliniques menés dans d'autres centres hospitaliers comme à Gustave Roussy. L'évolution est particulièrement rapide et agressive. Il progresse en 2 ou 3 mois, comme on a vu. La plupart des patients atteints de glioblastome présentent généralement une histoire clinique courte, allant de 3 à 6 mois. Car le traitement actuel, chirurgie, radiothérapie ou chimiothérapie, ralentissent la progression de la maladie et réduisent les symptômes, mais malheureusement n'apportent pas de véritables solutions thérapeutiques. En d'autres termes, après un traitement complet, chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie, la progression de la tumeur peut être ralentie ou stoppée pendant plusieurs mois. Néanmoins, comme on ne sait pas le guérir, car même quand le traitement a été efficace, la tumeur va réapparaître là où elle était initialement. Cela étant, le traitement est difficile du fait que les cellules tumorales sont très résistantes aux thérapies conventionnelles. De plus, de nombreux médicaments ne peuvent pas traverser la barrière hémato-encéphalique pour agir sur la tumeur. Malgré une prise en charge adaptée, la récidive reste également très fréquente après traitement, ce qui explique le mauvais pronostic de cette tumeur. Il semble que c'était le cas de notre regretté compatriote basketteur M. Mutombo Dikembe, ancien joueur de NBA, renommé pour ses exploits défensifs sur le terrain, est également reconnu pour ses actions humanitaires, qui est mort à 58 ans d'un cancer du cerveau. Selon le communiqué du commissaire de NBA sur Twitter, fin 2022, le basketteur avait déjà subi une opération pour une tumeur au cerveau et était sous un protocole de soins. Parmi d'autres complications, il y a l'hémorragie intratumorale, c'est-à-dire que le saignement dans la tumeur qui va aggraver l'hypertension intracrânienne et altérer des zones du cerveau. 2. Il y a l'hydrocéphalie, une obstruction à l'écoulement du liquide céphalorachidien qui va provoquer un excès de volume et une augmentation de la pression intracrânienne. Et enfin, il y a l'engagement cérébral. Lorsque la pression est trop forte dans la boîte crânienne, le cerveau va être prépoussé et comprimé. Tout ça peut envahir les tissus avoisinants et perturber les fonctions cérébrales ainsi que les fonctions vitales. Et par rapport à l'espérance de vie, lorsque on est atteint d'un glioblastome, d'après les spécialistes ici, oncologues, neurologues, neurochirurgiens, etc., le pronostic des glioblastomes reste sombre, avec une survie à 5 ans avoisinant le 5% et un taux médian de survie entre 14 et 18 mois.
Le diagnostic d'une tumeur du cerveau bouleverse la vie de la personne malade, de sa famille et de ses proches. Après les chocs du diagnostic apparaissent des sentiments d'incrédulité suivis des mécanismes de défense pour se protéger finalement, en passant par de différentes étapes de deuil, de la colère, de la peur et souvent l'angoisse de perdre ses facultés mentales ou de voir ses fonctions physiques se dégrader. De ce fait, il est important de ne pas rester seul. Sachez que la prise en charge des tumeurs cérébrales est globale et comprend tous les soins et soutiens dont vous pourriez avoir besoin dès le diagnostic, pendant et après le traitement, soutien psychologique, accompagnement social, prise en charge de la douleur, etc. Des associations de patients peuvent également apporter une aide morale ou matérielle. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la car elle peut peut-être aider quelqu'un de votre entourage. Je termine par le conseil de ma mère qui me disait en tête là que papa dembakin de kamanyamase, ce qui veut dire en français papa être en bonne santé est beaucoup mieux que d'avoir un bon repas composé du riz, de la viande et du poisson. Merci.